Bonjour à tous, désolé, ça a craché ma connexion. Donc oui, on commence. Et j'ai même commencé la présentation. Bonjour à tous. Donc, Bonjour. Bonjour. vous voyez mon écran? Ça va s'afficher, ouais. Ok. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire, le dernier de l'année de la taverne du testeur. Nous allons vous parler de formation dans le test. En Le bref, son c'est est un un petit peu haché de mon côté, Marc. Je sais pas si les autres l'entendent haché aussi. Je pense que la connexion de Marc n'est pas terrible. Ouais. On va faire avec. Ouais, C'est va... un, Ok. c'est un blog francophone dédié au test avec environ 1000 vues par jour en moyenne et une chaîne YouTube pour revoir ces webinaires. Donc, les webinaires, qu'est-ce que c'est? Les webinaires de la taverne, c'est de la curiosité avant tout. On parle de sujets novateurs ou de sujets de façon décalée en faisant intervenir des experts. Je tiens à remercier les sponsors de la taverne qui permettent d'avoir cet espace totalement gratuit. Smart Testing, Certilog, Sogeti, Alltest et Testum. Tu peux te mettre Donc, peut-être en comme je mode disais, diaporama, Marc, comme ça on verra un je peu suis en mieux. mode diaporama. Ah, moi, je vois Je toutes suis en les mode salles sur le diaporama. côté. Donc, tu dois avoir deux écrans. Ben, j'en ai Ouais, qu'un celui-là, seul. on voit tes slides sur le côté, c'est pas en gros. Ok. J'ai l'impression. Les petites pétouilles du direct, hein, c'est classique. Ouais, c'est l'effet démo. Exactement. Et j'ai l'impression que notre ami Marc a quand même pas mal de soucis de connexion aujourd'hui. Oui, c'est ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 2 mois. Donc, et j'ai tout coupé en plus. Donc, je me reconnecte. Au pire des cas, il faudra reprendre, quelqu'un reprenne mon activité Ouais. de présentateur. Je te laisserai faire, Bruno. Ok. Donc, Oui, euh, effectivement, Marc, hein, là, pour l'instant, c'est quand même très haché, donc continuons un petit peu, puis je reprendrai si vous voulez. Ouais. donc pour le sujet des formations, d'accueillir Bruno Lejar, qui est membre du CFTL, membre actif de la communauté, mais qui est très, très actif aussi à l'ISTQB, la gestion des certifications ISTQB. Il y a également Fabrice Bouquet, directeur du service universitaire de la pédagogie pour les formations, qui connaît très bien les formations universitaires et académiques, et Julien Von Québec, qui est fondateur d'All for Test et aussi du site Upskill for IT, donc qui connaît très bien les formations opérationnelles pour ses consultants et aussi à travers son site Upskill for IT. Bonjour. Marc, on t'entend plus. Peut-être C'est Bruno, moi. tu peux prendre le relais sur la... Ouais. Marc, je vais prendre le relais sur la présentation, et puis si ça vous convient. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui. Est-ce que la qualité est suffisante? ça va, ouais, il y a pas de La problème. qualité du son et la qualité de l'image? Donc, Marc avait lancé le webinar, a présenté les trois intervenants, et vous allez voir qu'on a une complémentarité finalement entre les formations académiques, hein. Vous allez découvrir des choses certainement.
la partie certifiante, en particulier ISTQB, et puis les formations opérationnelles que présentera Julien. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est professionnel du test, il faut se placer dans un schéma de progrès, évidemment, parce qu'on est sur des domaines qui évoluent quand même rapidement, hein, vous le voyez, et qu'on a une palette d'outils à notre disposition qui sont finalement en synergie, hein. Vous verrez que entre les aspects plus diplômants, des aspects plus certifiants et puis l'accompagnement pratique, en particulier lorsque vous voulez passer d'une qualification à une autre, et ben, tout ça se complète. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, on va commencer par ce qui existe en matière de formation académique. Donc, je vais passer la parole à Fabrice Bouquet pour qu'il nous présente un peu l'état des lieux de ce qui se fait dans le domaine diplômant, hein, donc, et à quel niveau de diplôme. Merci. Alors, on va retrouver aujourd'hui le format des diplômes, c'est le format licence, master, doctorat. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie concernant les écoles, écoles d'ingénieurs en particulier. Alors, je vais parler plutôt de la version académique universitaire. Donc, on trouve bien sûr souvent des modules de sensibilisation dans tous les parcours informatiques, hein. Le test devient un élément incontournable où ça nous paraît irraisonnable aujourd'hui de former des développeurs qui n'auraient pas fait de test unitaire. Donc ça, c'est l'élément qu'on trouve. Mais si on veut aller chercher des formations qui ont vraiment un but, en tout cas qui sont vraiment dédiées sur le métier du testeur, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc j'ai essayé un petit peu de lister. Alors, on a l'avantage d'avoir une association pour tout ce qui est finalement université et école autour du domaine. Et donc cette association qui regroupe les, on va dire les différents établissements d'enseignement supérieur, ça nous a permis aussi d'identifier des personnes qui étaient intéressées et qui avaient réellement orienté leur formation dans ce sens. Donc on va trouver deux licences pro finalement qui sont portées par des IUT au niveau de Laval et de l'université Mont-Blanc-Savoie. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une grande transformation qui est faite aujourd'hui par les IUT qui deviennent des buts pour les bachelors universitaires de technologie. Et donc ces licences pro vont être absorbées à l'intérieur des buts informatiques avec des parcours dédiés qui vont donner cette coloration au métier du test. Alors, qui dit licence pro, en fait, c'est vraiment une coloration pour des gens qui sont plutôt en formation initiale. Donc, c'est une année supplémentaire avec une forte ou une grande part toujours à l'immersion et du stage, puisqu'on voit qu'il y a 4 mois prévus dans l'année pour les stages. Au niveau master, à part les masters qui proposent dans le cadre des formations classiques d'informatique, comme je vous disais tout à l'heure, 1 ou 2 modules éparses, on en trouve très peu de dédiés. Il n'y en a qu'un en fait aujourd'hui qui est proposé en collaboration avec 2 établissements, l'université d'Angers, plus exactement Polytech Angers, et l'université de Franche-Comté. Et c'est un master qui est exclusivement sur la 2e année. Et là, parce que c'est dédié finalement aux formations continues, aux personnes qui sont déjà en poste, en tout cas autour de ces missions. Et il a été complètement pensé pour ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent. Et donc, il a été réalisé à mi-vitesse pour que ces personnes puissent continuer à avoir l'activité tout en continuant ou en allant chercher le diplôme associé. Donc bien sûr, il faut une forte expérience professionnelle et l'idée est d'aller au-delà de ce qu'on vous propose puisque vous pouvez avoir un titre de master qui est associé finalement à vos activités. Et puis, pas oublier, il y a aussi une très forte activité autour de la recherche. Oui, Fabrice, je t'interromps. Non, c'est très bien. Peux-tu simplement détailler l'acronyme ITVL? Parce que si parmi les auditeurs, certains veulent aller voir pour se renseigner pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Et si vous avez un intérêt pour cette formation continue diplômante, ça sera plus facile pour la retrouver. Ouais. Merci, tout à fait. ITVL, ça veut dire ingénierie du test et validation logicielle et système.
on fait pas apparaître le système. Mais voilà, donc vous pouvez aller voir ou sur Polytech Angers ou sur l'Université de Franche-Comté, qui sont les 2 établissements. Il a fallu se mettre à 2 pour arriver à proposer une formation dédiée. Merci Bruno pour ce rappel. Et puis donc le dernier aspect qui est aussi important, c'est le travail. On voit que c'est un métier qui évolue, et qui va aller de plus en plus en avant. Et donc, la question du doctorat pour aller creuser sur ces questions, hein. Aujourd'hui, on voit, on pressent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider aussi à toutes ces pratiques autour du monde du test. Et donc, voilà, l'avantage d'aller faire un doctorat, ça donne aussi une très bonne vision, puisqu'on va faire tout un travail sur l'étude de l'art, bien sûr, qui est associé. Et puis, on va pouvoir théoriser et surtout mettre en pratique cette expérience autour du domaine du test. Donc c'est aussi un parcours qui peut être intéressant pour les personnes qui sont aujourd'hui dans ces missions sur le test. Alors, peut-être sur la diapo suivante, merci. Si on regarde un petit peu ce qu'on trouve dans les formations académiques, on va retrouver les grands thèmes, hein, bien sûr, les types de tests, comment ça se situe dans un cycle de développement, et puis surtout de la réalisation concrète, en fait. Le but, c'est que les jeunes puissent acquérir ces compétences, les jeunes et les moins jeunes, autour du test structurel fonctionnel. Vous imaginez bien l'acceptation. Comment on organise ça? On va retrouver les fondamentaux sur le plan de test et bien sûr, de façon générale, la politique d'assurance qualité. Et puis, au fur et à mesure qu'on va monter dans les formations, on va pouvoir ajouter l'ingénierie des exigences, l'utilisation de la modélisation comme base pour la conception des tests. Donc tout ça, ça dépend si c'est en licence pro ou en master, vous allez avoir ces compléments qui vont venir enrichir finalement le savoir-faire. Et donc c'est les compétences qui aujourd'hui sont visées sur des cycles un peu plus longs, qui sont celui de la formation académique. Mais on reste quand même très sensible par rapport à la réalité du métier, grâce aussi aux certifications métiers. Donc nous, on propose, et puis l'ensemble des personnes du réseau proposent les certifications, comme les certifications STQB niveau fondation. Même si on sent que nos étudiants sont pas toujours très enclins à comprendre certains éléments, tout simplement parce que ils le mettent pas toujours bien en œuvre et ils ont du mal à travailler sur ce vocabulaire. Mais ça paraît important de bien se tenir à ce syllabus. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la partie formation académique. Donc vous avez vu, hein, les 3 niveaux classiques, hein, licence, master, doctorat, sont aujourd'hui couverts de façon à un premier niveau, mais en tout cas, ça vous donne en tout cas des pointeurs si vous êtes intéressé plutôt par une formation diplômante. Alors, je vais poursuivre sur Ou aller le chercher des schéma de stages, certification. excuse-moi Bruno. Oui, Voilà, absolument, si vous ouais. cherchez des personnes à les recruter, donc vous pouvez aller chercher à ces différents niveaux, bien sûr, des profils, donc vous formez ou des profils pour venir consolider vos équipes. Oui, exactement. Alors, le deuxième partie, hein, de notre présentation est autour des schémas de certification, du schéma ISTQB, du schéma TMMI. Et vous allez voir, je vais vous donner des informations nouvelles parce que le schéma ISTQB, mais c'est vrai aussi pour TMMI, évolue avec finalement la prégnance des pratiques agiles, de l'influence de l'agilité pour modifier, qui conduit à modifier les pratiques de test, hein. Aujourd'hui, c'est une majorité, hein, des projets qui sont effectués en mode agile ou dans une combinaison d'agilité et de pratiques phasées. Et donc ça se traduit de façon directe, hein, sur l'ensemble des certifications. Vous savez que ces certifications, elles se sont imposées comme étant le référentiel de compétences reconnu mondialement, hein. C'est plus de 800 000, il y a plus d'1 100 000 examens qui ont été passés. Il y a plus de 800 000 certifications qui ont été délivrées, hein, dans le monde entier. Et c'est un schéma qui est toujours en croissance, qui suscite toujours un intérêt plus grand de la part des professionnels et des employeurs, évidemment. L'ISTQB a fêté ses 20 ans cette année. Donc, vous voyez, c'est une histoire récente finalement, mais qui s'est vraiment imposée comme le référentiel. Alors,
vous connaissez hein, ces différents, comment dire, la plupart d'entre vous connaissent, sinon il faudra aller découvrir ça en détail. Je vais vous donner des informations nouvelles, en particulier sur l'évolution du niveau fondation, mais tout ça pour dire que c'est porté en France par le Comité français des tests logiciels, qui est vraiment le bureau français de l'ISTQB, avec d'ailleurs un investissement important, hein, puisque Olivier Denoux, qui est le président du CFTL, est aussi le président de l'ISTQB. Et puis Eric Dukowsker pilote, je vais vous en parler, la nouvelle version de ISTQB Fondation. Donc, parmi les certifications importantes, eh bien, il y a évidemment le niveau Fondation testeur agile aussi, il y a les niveaux avancés, et puis des modules spécialistes comme par exemple modèle best testing et testeur d'IA. Donc c'est un cursus c'est un schéma de certification qui permet d'acquérir le panel complet. Peut-être quelques mots sur le contenu. Ce contenu que je vous présente, c'est une première, on ne l'a pas encore présenté en France, c'est le contenu 2023. C'est-à-dire que la, la, le, la dernière version du syllabus Fondation ISTQB date de 2018, pardon, pas de 1918, de 2018. Et là, on va sortir une version 2023. Il est en relecture, donc en bêta actuellement, et donc ça va être très rapidement disponible. Donc ça veut dire que quelle est l'évolution de ce niveau fondation hein. Alors, rappelez-vous bien sûr hein, qu'une certification ISTQB, elle est permanente. Hein. Une fois qu'on a passé le niveau fondation, on a pour toujours le niveau fondation. Pour autant, il y a l'intégration dans cette nouvelle version essentiellement d'éléments de connaissances liées aux tests en agile. Hein. On voit les acronymes TDD, ATDD, BDD, pyramide des tests, la notion de shift left, c'est-à-dire la partie justement collaborative, comment mieux collaborer dans une équipe agile. On retrouve aussi là dans les parties assez pratiques hein, du syllabus, d'autres éléments, vous voyez, sur les critères d'acceptation, la façon d'écrire des tests, des scénarios d'acceptation en ATDD, tout ça participe donc de cette nouvelle version. C'est évidemment, ça correspond à l'évolution de la pratique hein, des tests en process agile, mais voilà, sachez que cette version est en cours et que vous aurez, pour ceux qui ne sont pas encore fondation, accès prochainement à une version 2023. Alors évidemment, il y a aussi sur l'automatisation et voilà, sur l'ensemble des techniques de test qui sont couverts à ce niveau de connaissances. Un mot enfin sur la certification autour du schéma TMMI, donc qui est moins connu, mais tout aussi important. Donc c'est complémentaire, hein. TMMI est directement finalement en connexion avec ISTQB, mais TMMI adresse la problématique des organisations de tests et de leur façon de les améliorer, de les faire monter en maturité. Hein. Vous voyez, donc de les auditer, d'évaluer cette maturité et puis de gérer finalement la façon de progresser. Hein. Il y a bien sûr une déclinaison agile de TMMI et puis la certification, y compris si vous souhaitez devenir auditeur TMMI, c'est un parcours possible. Voilà. Hein, donc le schéma de certification ISTQB avec donc des connexions comme TMMI est un schéma complet qui est aujourd'hui le schéma de référence. Et d'ailleurs, Fabrice en parlait précédemment, et avec un renouvellement régulier du contenu donc des syllabus. Et tout ça est accessible à la fois sur le site de l'ISTQB et puis sur le site du CFTL, du point de vue des syllabus traduits en français. Voilà, je vais passer la parole à Julien, qui va donc nous parler en particulier de la plateforme de formation Upskill for IT. Julien, tu as la parole. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui.
Ok, super. Bah, merci déjà pour cette présentation là, sur l'ISTQB, puis le scoop pour la version 2023. Oui, Super, absolument. on va pouvoir redévelopper tous les supports de cours. Donc, c'est une bonne nouvelle. On ne va pas s'ennuyer. Donc, bon, grosso modo, moi, je suis effectivement le fondateur de All for Test, qui est une société de consulting spécialisée sur le métier du test et de la qualité logicielle d'une manière plus générale. Et puis, effectivement, plus récemment, de Upskill for IT, dont la vocation est de former les gens sur des thématiques IT, mais c'est plus dans une optique, pas de formation initiale, mais d'upskilling, donc d'amélioration, de formation continue. Et on vous présentera ça également. Voilà, donc après, alors moi je vois, oui, c'est vrai que je ne le vois pas en grand, mais grosso modo, les familles de tests sont liées aussi aux familles de testeurs qui se mettent en place et qui évoluent régulièrement. On parlait beaucoup de test analystes à une époque, notamment dans l'ISTQB, je pense. Aujourd'hui, on va aussi avoir des vocables complémentaires qui se mettent en place, comme ingénieur QA, ingénieur QE, quality engineering. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond exactement? Donc, l'idée de ce schéma, c'est de reprendre ça. Alors, je vais me mettre sur ma version à moi. J'arriverai peut-être plus à lire. Voilà. Hop, voilà. Donc, sur la partie test manuel, qui est un petit peu l'historique les fondamentaux des formations, on retrouve ça en haut à droite sur le QA Engineering. Tu préfères le voir sur celui-là ou Là, je le vois, là, je me suis mis sur mon slide, donc c'est bon. Okay. Donc, il y a effectivement, historiquement, les gens qui testaient en cycle anglais, ce qu'on appelle Waterfall et maintenant Agile. Donc, il faut savoir, en tant qu'ingénieur QA, s'adapter et suivant le contexte client. Il y a une fois sur deux aussi des faux projets agiles, c'est-à-dire que c'est des mini-cycles en V de 2-3 semaines, mais ce n'est pas vraiment de l'agilité. Et du coup, il faut connaître le rôle du testeur dans ces environnements et comment il s'adapte dans ce contexte. Il y a également, on voit tous les tests non fonctionnels. Donc là, c'est des familles de tests qu'on va retrouver comme la performance, load, stress, volume, l'accessibilité, la sécurité, l'endurance, etc. Donc ça, c'est des profils beaucoup plus techniques, mais qu'il faut savoir inclure dans une stratégie de test. Et puis, effectivement, dans tout ce qui est test fonctionnel, on va retrouver les tests d'intégration, les tests système, les tests d'acceptation ou UAT, les smoke tests, etc. Tout ce vocabulaire, vous le découvrez, vous le voyez dans les formations ISTQB. Donc là, on va dire que c'est des profils d'ingénieurs QA. Le rôle principal de ces profils, c'est d'être un peu le garant de la qualité dans une équipe agile, si on travaille en agilité. C'est-à-dire qu'il va devoir planifier les tests, les concevoir avec le reste de l'équipe. Mais il doit aussi être le référent qualité de l'ensemble de la team. C'est-à-dire il va devoir comprendre mais c'est quoi le métier d'un PO, c'est quoi le métier d'un développeur, pour s'assurer qu'à leur niveau, ils aient fait leur niveau de test ou leurs critères d'acceptation. Et donc, voilà, les formations liées au test logiciel doivent permettre à des ingénieurs de bien comprendre les enjeux aujourd'hui liés à un référent qualité dans une équipe agile. C'est vrai que c'est un peu un mouton à 5 pattes de plus en plus, mais c'est aussi l'intérêt de ces métiers où on a des visions souvent transverses, fonctionnelles, techniques, qui sont assez intéressantes. Vous allez retrouver après donc tout ce qui est test de front au niveau technique. Donc, c'est tout ce qui est automatisation des tests mobiles, automatisation des tests web. Donc là, on voit des exemples d'outils qui sont repris dans le slide. Appium, Expresso, Detox pour le mobile, Selenium, Playwright, Cypress pour le web. On retrouve sur le back-end les tests de performance automation dont on a parlé, donc JMeter, LoadRunner, Gatling. On retrouvera ça dans une petite synthèse que je vous ai faite sur les outils un peu à connaître dans le métier. Et puis les tests d'API, donc c'est les tests sur lesquels on ne va pas tester l'interface graphique, mais juste une interconnexion entre deux systèmes, la communication via des API. Donc là, c'est plus des outils comme Postman, Newman, OS Assure. Voilà. Donc tout ça, on le retrouve juste dans le slide d'après.
sur les familles de testeurs. Donc, du coup, suivant les familles de tests sur lesquelles vous êtes amené à travailler, j'essaie de vous faire une synthèse très, très simple de ce que peuvent rechercher aujourd'hui les entreprises et les différents profils types qu'on retrouve dans les entreprises. Donc, il y a le test analyse fonctionnelle qu'on détaillait à une époque et qu'on peut appeler ingénieur QA maintenant avec un spectre un petit peu plus vaste, mais on va rester sur des profils plutôt de gens qui vont s'intéresser au métier, avoir une bonne communication avec les PO, avec les devs, être très curieux et voir comment il peut apporter de la méthodologie à ces gens-là, mais en se penchant vraiment dans le fonctionnel de qu'est-ce qu'on développe, à quoi ça sert, quels sont les clients, etc. Donc, du coup, ça offre en termes de formation, aussi de reskilling, la possibilité à des gens qui sont dans des équipes support, qui sont dans des équipes métiers, même commerciaux, pourquoi pas de se plonger dans ce métier de test analyse fonctionnelle. Après, vous avez des profils un peu plus hybrides, ingénieurs QA, QE. Donc, ce sont des gens qui sont capables aussi bien de concevoir des stratégies, des plans de test, mais également de les automatiser, soit au niveau API, soit au niveau IHM. Donc là, souvent, on va appeler ça des testeurs agiles. Et c'est vraiment des gens qui sont capables d'être le référent unique sans support des développeurs pour automatiser dans une équipe agile. Et c'est donc des profils assez recherchés. Et quand vous avez enfin des entreprises qui n'ont pas d'historique sur l'automatisation des tests, qui doivent tout mettre en place ou qui vont changer d'outil, souvent là, on va chercher des experts en automation. C'est plus des ingénieurs QA, Software Developer in Test, c'est également un vocable qu'on peut retrouver, ou Full Test Automation. Donc, souvent, c'est des anciens développeurs qui ont vraiment cette facilité à scripter et développer des tests. Donc, ils comprennent les enjeux des tests, les différents niveaux de tests, et ils vont vraiment mettre en place des frameworks. Donc, un framework, c'est l'ensemble des outils et des méthodes qui vous permettent d'automatiser, générer vos jeux de données de tests, vous connecter à une CI/CD, donc c'est très technique. Et c'est encore une troisième famille de profils. Donc là, c'est plus un message pour les développeurs. Sachez que vous pouvez évoluer vers ce genre de postes qui sont très intéressants, très recherchés et qui vous permettent, en plus de l'aspect technique, d'avoir une vision métier un peu plus importante. Sur les filières de formation, donc on va retrouver, comme on l'a déjà vu, donc les formations universitaires. Donc là, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est l'approche du reskilling, c'est-à-dire c'est vous former au métier du test en quelques mois et non pas en quelques années. Donc, il y a différentes approches possibles, mais une des approches possibles, effectivement, c'est de s'appuyer sur des organismes de formation qui proposent ces offres. Donc là, j'ai pris l'exemple de Fitech, mais il peut en avoir d'autres. Donc, c'est des formations qui sont soit en présentiel à Paris, soit en visio. Et les conditions pour y participer, c'est d'être inscrit au Pôle emploi et d'avoir une entreprise qui vous fait une promesse d'embauche en disant bon, votre profil m'intéresse. Suite à ces formations, si la formation se passe bien, je vous intègre dans mes équipes. Voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple de Devenez consultant. Alors, eux, ils appellent ça consultant test agile. C'est une formation qui est certifiante au niveau du GASC ISTQB Foundation et également un certificat de compétences professionnelles qui s'appelle consultant test agile. Donc peut-être un mot, Oui. Je viens juste pour dire que GASC, c'est en fait en France, Oui. Et c'était donc un choix du CFTL, l'organisme indépendant reconnu par l'ISTQB pour le passage des examens. Les examens sont toujours réalisés par un organisme de certification indépendant de l'organisme de formation pour assurer justement la validité de la certification. Donc voilà. Donc effectivement, il y a là le lien avec le référentiel de certification ISTQB. Voilà. Donc là, vous retrouvez les rémunérations moyennes de 32 à 45 kg € par an, la durée de 57 jours, les profils qui sont Bac plus 3 à Bac plus 5. Donc, voilà. Alors, au niveau de All for Test, on se sert de temps en temps de ces cursus de formation pour recruter des ingénieurs QA, plutôt des fonctionnels.
Petit à petit, on va essayer peut-être aussi de rajouter des modules sur le test automation avec des outils low-code qui permettent à des gens qui ne sont pas des développeurs d'accéder à ce genre de problématiques. Donc, outre le reskilling, vous avez aussi l'upskilling. Et donc, ça, c'est une des thématiques qui va plus concerner des gens qui sont déjà ingénieurs QA, peut-être juniors, et qui vont vouloir progresser tout au cours de l'année. Vous avez toutes les formations. Alors, évidemment, j'imagine ISTQB classique, mais vous avez aussi des problématiques de se former sur des méthodes, des outils. Et le problématique des formations classiques, c'est qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui va vous aider suite à ça à le mettre en pratique dans l'entreprise, soit sur des TP, soit vraiment sur votre projet à vous. On est parti de cette problématique sur Upskill for IT pour vraiment diffuser des bonnes pratiques à l'échelle, c'est-à-dire non pas dans une seule équipe, mais dans des grands groupes sur 100, 200, 300 personnes. Par exemple, si vous voulez vous former au Clean Code, la théorie, nous, on a une formation Clean Code sur Upskill, ça dure 1 à 2, ça dure même 2 jours, on va dire. Mais après, c'est beaucoup de TP, de mise en pratique sur la clean architecture hexagonale, le DDD, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, tout ça, sans des codes, c'est assez compliqué. Et voilà, je vous ai donné sur ce petit slide des exemples de formation. Donc, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle appliquée aux tests. Donc, on a développé une formation là-dessus qui est certifiante ISTQB. Il y en a d'autres sur Selenium, Jira et X-Ray, qui sont 2 outils que vous allez retrouver sur beaucoup de projets aujourd'hui. Et donc, ça vous permet de vous former à votre rythme quand vous voulez, de manière asynchrone, et puis ensuite de faire des ateliers avec votre coach personnalisé pour mettre en pratique. Voilà les grandes lignes d'Upskill. Donc, vous pouvez sur le site retrouver... alors, ce n'est pas que sur le test logiciel. Hein, donc, là, je vous ai fait un exemple sur le métier QA, mais il y a aussi l'UX, le développement, la sécurité, le DevOps, l'IA, etc. Alors après, j'ai un slide sur les outils du testeur. C'est bon, tu peux passer sur ce... Bon. Oui, c'est fait. Oui. Donc, les outils du testeur, on va retrouver donc, les outils qu'on appelle les outils de gestion de campagne de test ou de test management en anglais. Donc, on parlait de Jira X-Ray. Donc, Jira, c'est un outil de gestion de tickets à l'origine qui vous sert pas mal pour monter des anomalies, puis gérer vos spécifications. Il y a un plugin qui s'appelle X-Ray qui vous permet de gérer vos campagnes de test et vos référentiels de test. Un outil français qui s'appelle Squash TM Test Manager. Un autre outil français qui s'appelle Xstudio, qui est développé dans le sud de la France. Les outils de smart testing sur tout ce qui est modélisation ATDD, donc modéliser des méthodes de conception de tests de manière graphique. Donc ça, c'est assez novateur et c'est assez intéressant aussi d'avoir cette conception graphique. Dans le test automation, vous avez différentes familles de frameworks d'automatisation de tests. Vous avez tout ce qu'on appelle le keyword driven, c'est-à-dire des frameworks de test automation basés sur des mots-clés. Donc, on va définir, par exemple, un mot-clé, ça peut être la fonction identification, logging sur un site web. Ça va être souvent des scénarios qui se répètent sur différents projets. Donc, on peut appeler ce scénario sans forcément l'avoir développé. Il y a des librairies qui existent. Donc, sur Robo Framework, sur Catalan, qui est une surcouche au-dessus de Selenium. Donc, ça, c'est des outils qui permettent aussi d'automatiser sans trop faire de scripting. Après, le plus connu de tous, c'est Selenium. En fait, ce sont des API qui vous permettent... Peut-être, Julien, si je peux me permettre, je ne crois pas qu'il faille tous les détailler parce que après, on va manquer de temps pour les questions. Oui, bon, de toute façon, donc, voilà. Selenium, Cypress, Playwright, tout ce qui est low-code, donc ça, c'est des outils qui permettent d'automatiser sans scripter, donc Agilitest, qui est un éditeur français, Postman Newman pour les tests d'API, et voilà, les tests de perf, JMeter, Neoload, Octoperf. Donc, pourquoi on a fait ce slide? C'est pour les gens qui ont envie de voir un peu, s'ils veulent se former sur un seul outil, voir un peu quelles sont les demandes du marché aujourd'hui. Voilà. Donc,
Marc, est-ce que tu veux reprendre la parole pour un peu faire la synthèse et qu'on lance un peu la phase de questions-réponses? Merci Julien, hein, donc De rien. pour la présentation d'une vision opérationnelle finalement, hein, du reskilling et de l'upskilling, comme tu Ouais. l'appelais, c'est-à-dire le fait d'être capable d'adapter ses compétences en permanence, hein, c'est vraiment ce que le marché attend, hein, les employeurs, ils attendent ça de chacun de nous, je dirais. Marc, je ne sais pas si Est-ce tu que vous m'entends comme je m'entendez bien diffuse. ou pas? Oui, on Ok, t'entend bien là, ouais. parfait. Donc, bah, déjà, merci à vous, hein. On a vu qu'il y avait différents types de formations. On a décidé de faire une taxonomie avec l'académique, le schéma certifiant et les formations opérationnelles. Comme vous voyez, hein, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas le même contenu, et bah, les perspectives ne sont pas les mêmes suivant les formations. On ne va pas faire une formation académique si on veut un objectif à court terme. Non, c'est à partir du moyen terme que là, bah, on va pouvoir mettre directement un pied dans le métier. Et ensuite, ça nous servira tout au long de notre carrière. Les schémas certifiants, eux, ont toujours de la valeur. La valeur va être différente si on est à court, moyen et long terme. On a certaines missions où on a besoin d'avoir certaines certifications. Donc là, on est sur du court terme. Mais à moyen terme, ça fait quand même permettre d'avoir accès à d'autres formations qui vont être plus, plus spécifiques et d'autres certains postes et missions. Et pareil, à long terme, l'ISTQB, les certifications sont valables tout le temps, à vie. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir cette reconnaissance. Et par contre, les formations opérationnelles ont beaucoup de valeur à court terme. C'est-à-dire, si on fait une formation opérationnelle, c'est vraiment pour s'en servir très rapidement après, parce que à long terme, si on a fait des formations sur les outils, bah, les outils ont évolué. Si on a fait des formations sur le métier comme POI, mais qu'on ne fait rien, bah, on va perdre et on va plus avoir cette expérience qui est gagnée. Voilà. Absolument. Donc l'objectif, c'est aussi que par rapport à vos propres objectifs de formation, d'acquisition de compétences, vous puissiez choisir finalement dans ce panel d'offres et puis mettre ça en place, hein, pour vous. Est-ce que donc peut-être c'est le moment de passer aux questions, Marc? Comment est-ce que tu Bah, veux? Moi, je ne vois pas en parallèle donc sur la plateforme. Est-ce que les questions, les personnes les mettent dans le chat? Comment tu souhaites faire? alors, bah, justement, les questions dans le chat, pour le moment, il n'y en a pas. N'hésitez pas également à remonter des idées de webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Peut-être que je peux évoquer un point pour lancer le débat, hein, aussi, et puis parler des questions qui fâchent. Concernant les certifications ISTQB, il y a eu une régression, si on peut dire les choses comme ça, sur la partie financement par le CPF. C'est un sujet d'intérêt évidemment important en France, hein, c'est pas vrai sur d'autres pays, mais en France, nous, le CPF est aujourd'hui un élément important pour gérer son propre parcours de formation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les modalités d'examen, qui sont des modalités qui ne sont pas décidées en France, hein, elles sont liées à l'ISTQB. Voilà, c'est une centaine de pays, l'ISTQB, qui sont actifs et un consensus international, donc qui sont basés sur les QCM, ne convenaient pas, n'ont pas convenu aux autorités en charge de la vérification et de l'accréditation CPF. Et ça a conduit au fait que Fondation qui l'était ne l'est plus et que les autres ne le sont pas. Donc voilà, hein, c'est juste un élément. Alors, pour autant, évidemment, lorsque vous faites une POE, par exemple, vous allez accéder donc aux examens de certification, vous serez préparé, vous accéderez à des certifications ou via votre employeur, mais c'était juste pour préciser cet élément parce que je sais que c'est vraiment un sujet de préoccupation et
Et puis c'est la réalité, quoi. Donc c'était important que je vous en fasse part. Première question, je vais laisser Julien y répondre. C'est Alexia qui nous demande de décrire une journée classique d'un testeur fonctionnel. Voilà. Donc, Ok, bah, je ne sais pas s'il y a une journée classique d'un testeur fonctionnel, mais il y a Bon, et après, Marc, tu peux aussi y répondre, je pense. Mais grosso modo, en fait, le rôle d'un testeur fonctionnel, ça va être de s'interfacer avec les gens du métier qui vont faire les user stories ou les spécifications, si vous êtes en cycle en V. Mais donc, grosso modo, on va décrire une fonctionnalité sous forme une user story, souvent d'un comportement. Et on va devoir définir les critères d'acceptance, d'acceptation. C'est-à-dire se poser la question, mais comment on va tester ce comportement? Et à partir de quand je suis satisfait du comportement? Donc, un des rôles, donc ça, on va le retrouver dans différentes cérémonies, mais un des rôles du PO, c'est vraiment de s'interfacer avec le métier pour le challenger, affiner ses exigences métiers, en déduire des exigences de test, parce que d'une exigence métier, on peut en déduire plusieurs exigences de test, et ensuite rédiger, même si ce n'est pas encore développé. Donc là, c'est une autre phase des tâches qu'il peut avoir dans une journée. Une fois que c'est tout ce qui est rédaction des campagnes de test, des scénarios de test. Donc, souvent, c'est fait d'une manière assez détaillée, étape par étape. C'est step de test par step de test, de manière à ce qu'on puisse ensuite monitorer dans l'exécution de la campagne à quelle étape de test, éventuellement, il y a une étape qui est KO, et la remontée dans un process de gestion d'anomalies et de qualification d'anomalies. En fait, pour compléter, c'est vrai que, surtout en Agile, c'est difficile d'avoir des journées type. Le testeur, il est dans l'équipe Agile. Par contre, il a des activités type, et c'est les activités dont Julien a parlé. Et chaque jour, elles vont prendre plus ou moins d'importance, tout en sachant que le testeur Agile va participer également aux cérémonies et à la vie de la squad. Voilà, donc après, quand il est. En fait, donc il y a cette phase de conception des tests, éventuellement conception de la stratégie de test, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, quand la personne a un peu de bouteille, il doit prendre le lead sur la stratégie de test, c'est-à-dire quels sont les tests qui vont être faits à différents niveaux, par les développeurs, par les QA, par les PO, si c'est de la recette. En gros, qui fait quoi et comment on optimise l'effort de test. On ne peut pas tout tester dans une application. Donc, l'enjeu des ingénieurs QA, ça va être de mettre en place une stratégie de test pour, avec le temps qu'on lui alloue, avec le budget qu'on lui alloue, faire les tests qui soient les plus pertinents, les plus intelligents possibles. C'est une des valeurs ajoutées d'un ingénieur QA. C'est d'être capable de ne pas dire, tiens, je vais tout tester, puis au dernier moment, tiens, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, c'est trop tard. Donc, OK, dans un sprint agile, par exemple, qui dure 3 semaines, je vais avoir des tâches de conception, de codification et d'exécution, et de savoir comment je vais m'organiser par rapport à ça. Donc ça, c'est les phases de stratégie qui peuvent se faire avec des test managers, avec un chef de projet, avec un product owner, product manager, pour bien définir qui fait quoi, quel outil on utilise, quels sont les risques, anticiper les risques. On va dire c'est l'aspect stratégique. Il y a l'aspect conception dont on a parlé, exécution, et puis après, il y a reporting. Donc, c'est des tâches de reporting, sortir des dashboards, quels sont les bugs qui ont été trouvés. Ça peut être animer des ateliers sur quels sont les différents niveaux de criticité qu'on donne à des bugs pour que tout le monde ait les mêmes échelles de criticité de la gestion dans l'entreprise. Comment on rédige un bug, comment on rédige une anomalie. Ça doit être bien détaillé également. Et toute l'équipe, voilà. Donc, c'est l'ensemble de tâches. Mais ça peut être, si la personne est technique aussi, ça peut être accompagner les développeurs pour vérifier qu'ils font des bons tests unitaires, qu'ils délivrent de la valeur d'une manière générale par rapport aux objectifs de qualité. Ok. On a des questions là plus pour Bruno. La première, Souleymane qui nous demande comment faire pour passer la certification ISTQB Fondation. Alors, ça dépend du contexte de votre parcours de formation.
Si vous êtes dans un contexte, vous voulez rentrer dans les métiers du test, je dirais que le mieux va être de chercher de s'intégrer typiquement dans une POE, hein, dont on parlait, c'est-à-dire, je ne sais plus où c'était indiqué tout à l'heure, vous voyez, Oui, dans ces formations-là de requalification métier du test. Si vous êtes déjà un praticien et que vous êtes déjà dans une entreprise, dans les métiers du test, alors là, le mieux, c'est que ça soit dans le plan de formation de votre employeur. Donc, je dirais qu'il y a deux situations. Il y a la situation où vous êtes en cours d'emploi et là, la logique, c'est une logique avec l'employeur. Et je sais que ce n'est pas toujours possible puisqu'il y a des arbitrages qui sont faits. Ou bien vous êtes en recherche de rentrer dans le domaine. Et là, effectivement, il y a des opportunités comme ces formations Pôle emploi ou autres. Je dirais qu'il y a les deux parce qu'effectivement, la voie purement individuelle, c'est-à-dire le financement CPF, après. Ouais. Il y a la voie, dans la voie individuelle, ce qui est intéressant, c'est les formations en ligne, donc que ce soit sur Upskill, Oui. Fortest ou d'autres acteurs. Alors, tout le monde Oui. n'a pas investi du temps pour faire des formations en ligne, parce que c'est du temps, faire ses vidéos, etc. Mais ça permet quand même d'avoir des budgets qui se calculent en centaines d'euros et pas en milliers d'euros, qui restent accessibles pour un ingénieur qui veut se former entre deux postes et qui a envie de... Oui, c'est tout à fait vrai, hein, et vous trouverez de nombreuses formations en ligne, hein, qui sont et qui Ouais. nécessitent que vous ayez accès aux examens publics en parallèle, hein, l'examen de certification, puisque c'est deux choses différentes, hein. Il y a l'organisme de formation qui vous propose une formation en ligne, par exemple, c'est les moins coûteuses. Et puis, il y a évidemment la partie examen de certification, donc en France, gérée par le GASC. voilà. Donc, Voilà, c'est ça la stratégie, hein. Oui. Pour s'inscrire, c'est sur le site du GASC. Donc, il y a la liste, hein, des moments où on peut s'inscrire. Il suffit de s'inscrire à ce moment-là. Et ensuite, pour les formations, il y a les formations comme ça en ligne, il y a les formations présentielles. Il y a aussi des fois, on connaît assez donc juste relire le syllabus et faire attention, essayer de trouver quelques QCM d'entraînement, ça peut suffire. Voilà. Autre question pour toi, Bruno. Une question d'Eric pour savoir s'il y a d'autres mises à jour prévues pour des syllabus, notamment le test manager qui a maintenant 10 ans. On ne t'entend pas. Oui, merci de me l'avoir indiqué, j'avais muté. Donc oui, les 3 niveaux avancés sont en cours de refonte, hein, c'est-à-dire test manager, analyse de test technique. Donc vous voyez, on va avoir un programme 2023 très chargé, puisqu'ils sont aussi prévus pour 2023. Donc le niveau fondation dans sa version 2023, et puis des mises à jour sur ces 3 niveaux-là, sur ces 3 certifications des niveaux, donc au niveau avancé. Et puis il y a un travail qui va démarrer, mais qui arrivera un petit peu après. C'est un travail qui s'appelle Agile Practitioner. On aura une traduction française, hein, donc praticien agile, de test en agile, avec des aspects plus pratiques par rapport aux aspects méthodologie et puis concept et vocabulaire qu'on retrouve souvent dans l'ISTQB. Voilà. Donc la réponse est oui, hein, il va y avoir une mise à jour pour les niveaux avancés, en particulier Test Manager. Le syllabus 2023, il est déjà à jour ou c'est en cours? Alors, il est actuellement en relecture niveau bêta en anglais, et puis dans la foulée, il y aura sa traduction en français. Dès qu'il sera voté, je pense au premier trimestre 2023, il sera voté au niveau international. Donc, on aura la version 2023 internationale, c'est-à-dire en anglais. Et puis, sa traduction suivra très, très vite pour que, là, dans la foulée, les organismes de formation pourront se mettre à jour et faire évoluer leur matériel de formation. Okay. Mais il y aura une information précise du calendrier en début d'année, là.
2023. Pour les organismes de formation, j'entends, accrédités. Donc là, on a une série de questions de Fouad. Il a fait une formation professionnelle chef de projet digital, mais il aimerait s'orienter vers le test. Il demande comment optimiser son CV pour le testeur, comment préparer un entretien d'embauche, etc. Alors pour préparer un entretien, j'ai fait suivre un article sur des questions qu'on peut trouver en entretien et ce qui peut être attendu comme réponse. Est-ce que vous avez des conseils sur l'optimisation du CV? C'est vrai que la dimension certifiante dans notre domaine reste clé. C'est-à-dire que il y a l'expérience, deux les et deux les certifications de compétences. Et donc, il faut développer des stratégies dans ce sens-là. Évidemment, la première, c'est une stratégie d'expérience, mais il y a une question de poule et d'œuf, c'est-à-dire qui vient en premier. Donc, parfois, il est intéressant de pouvoir ajouter au plus vite une dimension de certification ISTQB Fondation pour pouvoir crédibiliser justement le projet autour des tests logiciels sur la base des compétences déjà acquises, par exemple en gestion de projet. Moi, je répondrai comme ça, mais complétez-moi, mes amis. Non. Par rapport aux certifications, justement, on a Ushia qui nous dit qu'elle a fait une formation, un POI, mais qu'elle a du mal à trouver quand même un poste, qu'on lui dit que ce qui est recherché, c'est des QA avec de l'expérience, alors que quand on sort comme ça d'un POI, on n'a pas forcément cette expérience. Elle nous demande des conseils. De mon côté, moi, le conseil que je donne, c'est d'aller vers des ESN qui sont spécialisés dans le test, où on pourra être encadré et avec où en fait ces sociétés savent gérer et faire monter en compétence des personnes juniors. Mais est-ce que vous avez d'autres conseils? Ce qui est étonnant, c'est que normalement, quand on fait ce genre de reskilling, on doit avoir une promesse d'embauche d'une entreprise avant, pas après. Donc là, il y a peut-être un problème dans le process. Mais normalement, on doit. Alors, il y a peut-être des exceptions où ils lancent des formations sans avoir de société, mais à l'origine, en tout cas, ça fonctionnait comme ça. Après, il y a toujours des petits projets, mais c'est vrai que ça reste des formations théoriques. Donc, il peut y avoir deux approches. Essayer de trouver soit travailler en tant que QA junior, soit comme testeur en stage, s'il y a des stages qui sont possibles en termes de statut. Mais souvent, on n'a pas le statut de stagiaire suite à ces formations. Donc, c'est la première mission qui est la plus dure. Et c'est vrai que par rapport à ce que dit Marc, les gens ont peut-être un peu plus de chances de trouver des missions sur les ESN comme le Fortest ou d'autres. Il y en a plusieurs en France qui sont spécialisés sur le test logiciel et qui ont des missions, des besoins un peu récurrents. L'autre problématique des formations actuelles, c'est qu'ils ont essayé de monter des filières orientées test automation, mais c'est rare les développeurs qui veulent ou qui ont besoin, ou les gens qui ont des compétences en développement qui ont besoin de faire 3 mois de formation. Donc là, c'est plus de l'upskilling actuel. Donc, un des enjeux, c'est de vraiment être curieux sur les outils dont je vous parlais, low-code pour automatiser les tests. Si ce n'est pas prévu encore dans les cursus, même si ça devrait évoluer, d'essayer de vous former vous-même à ces outils pour dire aux futurs employeurs, mais voilà, sans être un expert en technique, je suis capable d'automatiser les tests que je vais concevoir avec des outils low-code. Voilà, ça peut être un plus dans votre approche. Et un conseil que je donnerais personnellement, parce qu'aujourd'hui, on a plus en plus ce besoin d'automatisation des tests dans leur exécution. Bon, parfait. Une dernière question avant de conclure ce webinaire. Une question de Souleymane qui demande la différence entre ISTQB Fondation et testeur agile. Alors, je pourrais la donner, mais je pense que Bruno a quelques informations supplémentaires à ajouter. Donc, je te laisse répondre, Bruno. Oui, alors, donc on se situe dans le schéma actuel avec un Fondation 2018 et testeur agile aujourd'hui dans le schéma permet d'avoir un approfondissement
des pratiques, des tests en agile sur les différents aspects fonctionnels, non fonctionnels. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, testeur agile, c'est un complément de testeur niveau fondation et qui évoluera dans le futur, mais ce n'est pas encore totalement défini du point de vue calendrier, vers le Agile Practitioner dont je parlais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il faut vraiment le voir comme un approfondissement des compétences des testeurs en équipe agile, donc de rajouter cet élément de compétences-là et de reconnaissance aussi par la certification derrière Fondation 2018. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui passerait la certification 2023 de Fondation pourrait se réclamer testeur agile? Oui, c'est l'idée. Après, l'idée, c'est effectivement que la combinaison se fasse à terme, donc de testeurs Fondation ISTQB qui a maintenant intégré, qui intégrera en 2023 plus d'agilité vers après plutôt des compétences, un approfondissement de compétences pratiques. Voilà. Mais donc, je dirais 2018, donc la certification actuelle avec en complément le niveau Fondation Agile, et puis après 2023 ouvrira plutôt vers une formation agile qui sera un complément plus pratique. C'est ça l'idée. Ok, bon, parfait. Est-ce qu'on peut passer au dernier slide? Absolument, le voilà. Bon, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup Julien, Fabrice et Bruno d'avoir pris le temps de venir et de nous expliquer tout ça. C'est fini les webinaires 2022 pour la taverne. Il y en aura d'autres en 2023. N'hésitez pas à faire vos propositions. On réfléchit à comment tester une IA, mais il y a aussi des réflexions autour des tests justement non fonctionnels avec de l'accessibilité. L'idée, c'est d'essayer de faire 4-5 webinaires l'année prochaine. Donc, les sujets sont des sujets pour attirer la curiosité et pour vous permettre de découvrir des choses. Donc, si vous voulez découvrir certaines choses grâce à des experts qui pourraient intervenir, n'hésitez pas à faire la demande. Ok, Et super. Voilà. Alors, oui. Bon. Et le Alors, PPT et la présentation seront mises à disposition dès que possible avec l'enregistrement du webinaire. Donc, ça sera dispo sur la taverne ou sur un lien YouTube Sur le blog de la taverne et sur un lien YouTube sur la chaîne de la taverne. Ok. Très bien. Merci à tous. Bon, à tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année tous. Au revoir. Au revoir. Pareillement. On se voit en 2023. À bientôt.